Et donc, on peut avancer. Tiens, on peut aller sur Herb Jones, vu qu'on hésitait un peu entre les deux. On verra où est-ce qu'on peut le classer. Herb Jones, deuxième joueur du jour. 30 minutes par match en moyenne pour Herb Jones. 76 matchs. 110 de true shooting plus. Donc plus 10% d'efficacité relative à la moyenne. C'est très très bien, même si c'est sur un volume de 14%. Donc un volume très faible, évidemment plus modeste. C'est plus facile d'être efficace. On va en parler. Mais pour te lancer, on a affaire à quelqu'un qui en fait a été une des pièces centrales d'une défense, une défense assez surprenante et même très bonne. Bah en fait, Herb Jones, ce que je me dis, c'est est-ce que ce serait pas le Deepoy si on enlevait les intérieurs? Si on enlevait les intérieurs un peu classiques, est-ce que ce serait pas lui le Deepoy de NBA? Je sais pas, je me demande, mais le défenseur qui a le plus de valeur en dehors des protecteurs de panier, grosso modo. Exactement. Ouais. Parce que il y a quand même un truc qui est assez dingue avec lui, c'est la polyvalence défensive presque ultime, quoi. Presque ultime. Et grosso modo, on l'a vu beaucoup. En fait, ce qui est dingue, c'est que du coup, il permet aussi ses schémas. C'est un peu le truc de Marcus Smart quand il avait eu son Deepoy, mais il a tellement un grand spectre défensif qui permet des schémas avec beaucoup de switch, parce qu'il peut switcher sans aucun problème. Et donc on l'a vu sur le point d'attaque par moment, mais peut-être que là où moi je le préfère, et je pense que globalement là où il est le meilleur, c'est peut-être off-ball, où il a un volume de protection de panier depuis l'aile qui est assez phénoménal. Et la nouveauté par rapport à la saison passée, tu l'as dit, mais c'est quand même l'efficacité qui est passée de sous la moyenne à plus 10, quoi. Plus 10%. Donc au final, je trouve que t'as un joueur qui a une certaine valeur. Alors le bémol aussi sur son efficacité, il y en a deux, je pense. C'est de un, le volume est quand même très 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 sobre, et de deux, c'est que malgré ses gros pourcentages, je trouve qu'il a pas encore atteint le truc du ok, il est respecté complètement à 3 points, quoi. Et donc ça crée aussi un petit malus, quoi, un petit malus, mais oui, au final, je trouve, enfin je sais pas, mais rien que sur l'aspect défensif, c'est vrai qu'il y a une valeur complètement peut-être pas tout en haut, mais voilà, si les intérieurs, comme tu dis, c'est des 10 sur 10, lui il est à 8 sur 10, quoi, en termes d'impact, je pense. C'est vrai que ce qu'on apprécie déjà, première chose, c'est cette efficacité. Alors, c'est pas aussi important que pour un scoreur, parce qu'il n'y a pas autant de ballons et sa valeur n'est pas dans le scoring. Mais tout de même, c'est quand même assez bien de voir qu'on a quelqu'un qui est efficace et qui n'est peut-être pas comme avant. Je dirais pas compromis, mais on était peut-être pas si loin que ça de ce côté un peu bon, on est là pour la défense et l'attaque, on arrive à limiter les dégâts, mais bon, c'est pas génial, quoi. Et donc en fait, il a fait 2 années autour de la moyenne au scoring sur pourtant des tout petits volumes. Là, on a un plus 10, pourquoi? Parce que le 3 points rentre enfin. On est à 41% cette année, presque 42 sur bon, c'est 3,5 par match. Donc si on rapporte ça aux minutes jouées, donc une demi-heure par match, on n'a pas un énorme volume. Et en effet, on voit que sur le terrain, il n'est pas utilisé pour ça. C'est pas un mec qui va être très spontané à 3 points, c'est pas un mec qui va d'ailleurs être utilisé dans le périmètre. Il va être aussi beaucoup en cut, etc. Mais au moins, on a ce truc de cette année, quand on essayait de tricher et de l'abandonner pour aller aider, il pouvait un peu punir. Au moins, il y avait ça. C'est pas de volume, c'est pas du mouvement, mais au moins, il y a ce truc de parfois un peu punir. Donc, ça, c'est pas mal. Et puis après, c'est vrai que l'autre aspect un peu sous-estimé de l'attaque, je trouve, c'est le passing. Je sais pas ce que t'en penses, mais on a un peu ce truc de, c'est pas que genre, je sais pas moi, si on prend un Derrick Jones Jr. ou un mec comme ça, ou un mec hyper défensif, mais qui apporte pas grand-chose de plus, tu vois, ou même Tony Allen à l'époque. Mais Tony Allen, super, tu fais défendre, mais bon, tu sers pas à grand-chose par ailleurs, quoi. On attaque, j'exagère un peu. Mais lui, il y a vraiment ce truc de connecteur, en fait, comme on dit. Donc le mec qui va pas être un créateur de décalage, mais au moins qui peut les amplifier, qui a une bonne vision, qui est hyper altruiste, qui arrive à fluidifier le jeu sur des extra passes. Enfin voilà, un peu cet aspect global du connecteur. Et ce qui fait que, le volume à 3 points n'est toujours pas là. La création pure non plus, on l'a même pas précisé, mais il n'y a pas de création pure par la main, il n'y a pas d'isolation, il n'y a pas de toutes ces choses. D'ailleurs, si on regarde son pourcentage de paniers assistés, 3 paniers sur 4, c'est assisté par autrui. Et dans le dernier quart qui reste, il y a aussi des rebonds offensifs sans doute. Donc bref, il y a très peu de création pure, on peut dire. Mais oui, en fait, tu vois, c'est un mec qui, au passage, 82% de réussite au lancer franc en carrière. Donc on n'est pas tant que ça sur un vrai non-shooter. Il n'y a pas le volume, ok, mais on n'est pas non plus sur un mec qui ne sait pas du tout shooter. On est donc cette année un peu de shoot, un peu de passing, et puis l'aspect défensif que tu as un peu détaillé. Mais ce qui fait que je trouve qu'en un sens, l'attaque est devenue
assez rentable, assez viable pour qu'on puisse, on puisse avoir un joueur qui, au global, attaque plus défense, devienne vraiment très très intéressant. Ouais. Bah, ce qui est ultra intéressant sur son pourcentage au lancer franc, c'est qu'en fait, je trouve, non, c'est factuel, et j'ai un peu découvert ça en préparant l'épisode, mais il a complètement, en fait, il a des bons pourcentages au lancer franc depuis qu'il est en NBA. C'est pas du tout nouveau. Et ce qui est intéressant, c'est vrai qu'il a retravaillé un peu toute sa mécanique, je crois, à 3 points. Et du coup, en refaisant ce travail, c'est vrai que le toucher de balle était déjà là, mais la mécanique n'y était pas. Et là, les deux sont un peu là. Donc, en fait, l'indicateur, au lancer franc, il s'est confirmé avec un pourcentage à 3 points qui est très bon. Alors, je pense que à terme, ce sera pas un joueur à 42%, surtout que comme dit, c'est que du catch and shoot. Mais quand même, je trouve qu'il y a, comme tu dis, il y a l'attaque est devenue suffisamment forte pour un peu sortir de ce moule de joueurs utility player tu vois, la Jared Vanderbilt, à la des joueurs comme ça qui finalement on apporte pas tant que ça offensivement. Et comme tu as dit, moi même j'ai bien aimé sur la fin de saison, la toute fin de saison. Alors du coup, ça va pas être une énorme valeur pour l'exercice du jour. Mais on a même vu des séquences où, en fait, il était un peu ball handler de séquences un peu plus du pick and roll ou des systèmes un peu scriptés où c'est à lui de prendre la décision, etc. Et j'ai trouvé ça assez intéressant. Et au final, du coup, si tu te dis que son attaque est suffisamment, on va dire, elle est plus trop négative ou même, on va dire, nulle, du coup, tu peux encore plus le faire jouer et son rayonnement défensif, là, il explose complètement. Et un dernier truc qui rentre pas dans l'exercice du jour parce que c'est purement sportif, mais il a un contrat qui est incroyable, hein, qui est incroyable, Air Jones. Ouais, c'est complètement du vol. Il a signé un peu avant d'exploser. Parce que, comme tu disais, en fait, jusqu'à cette année, il était un peu le mec joueur gadget. C'est un peu sévère, mais le spécialiste. Voilà, on peut dire spécialiste, mais qu'on peut pas faire jouer trop longtemps. Et donc, il avait déjà signé son contrat. Il a 12 millions l'année sur encore 12, 13, 14 sur encore 3 ans. Pour un mec qui a un rendement titulaire et un rendement assez, plus qu'intéressant, quoi. Parce que t'as parlé de la défense, t'as commencé un peu avec ça. C'est vrai que on est sur un niveau d'élite. D'ailleurs, je crois qu'il a été top 5 au Depoy, au défenseur de l'année. Bon, en un sens, c'est aussi un aspect de, on voit que les Pelicans, en tant que défense collective, ils sont bons. On va un peu le récompenser, lui. Tu sais, ce côté, on va caractériser une perf collective à travers, on va le cristalliser à travers un joueur. Bon, en l'occurrence, c'est pas que lui, la défense des Pels. Mais c'est peut-être sans doute le meilleur de ces schémas. C'est-à-dire que la force, c'est des schémas hyper agressifs, très proactifs, où on a des ailiers un peu grands et longs qui courent partout, qui bouchent la raquette de par cette présence d'ailiers actifs, plus que d'avoir un pivot. C'est pas que lui, la défense, tu vois, clairement pas comme un pivot, pas comme certains autres gros défenseurs. La défense, c'est pas que lui, pas que de son fait, mais c'est peut-être largement même le meilleur. Et même, je sais que pas mal de gens aiment bien sa protection de panier en deuxième rideau. Je trouve qu'elle est pas mal, mais on est peut-être pas au niveau de certains incroyables dans l'histoire de la NBA, mais je pense qu'on est quand même très très bon par rapport à sa position, en effet. Mais tu vois, il y a des fois où on sent qu'il manque un peu de puissance, par exemple, et donc ça saute en l'air, il y a des bras interminables, mais il peut un peu se faire manger au contact en termes d'être un driver qui va lui sauter dedans, et puis il peut pas contester. Donc parfois il y a ce genre de petits trucs, et en fait, j'aime bien. Je trouve même que c'est largement au-dessus de la moyenne. Là, on pinaille sur de l'élite, mais il est largement au-dessus de la moyenne en termes de protection de panier pour un ailier, ok. Mais pour moi, sa vraie force, c'est même pas sur le plan vertical, c'est sa défense horizontale, en fait. Ce côté volume off-ball, avec les centimètres plus la vitesse, ce qui fait qu'il peut couvrir une quantité de terrain qui est absolument phénoménale. Et tu vois, en un sens, je trouve que c'est plus ça, sa valeur pour moi, que vraiment, à l'époque, un Robert Covington, qui avait un dépassement de fonction en termes de protection de panier, qu'un Paul George aussi, qui peut sortir des saisons absolument incroyables en protection de panier. Il peut le faire, Herb Jones, il peut le faire. Mais je trouve que son volume off-ball de côté, le côté courir d'un côté à l'autre du terrain, prendre le corner d'un corner à l'autre, ou ce déplacement horizontal pour moi est plus important et plus impressionnant chez lui que vraiment le côté vertical au panier, quoi. En fait, si on regarde le côté
le verre à moitié plein, en fait, c'est que t'as un peu les deux, quoi. C'est qu'avec lui, tu peux avoir complètement les deux, et c'est ça qui est absolument génial. Et d'ailleurs, bah du coup, je pense que l'image que t'as en tête et qu'on a un peu tous en tête, c'est le close-out qu'il fait sur Paul George. Mais un peu, ouais, je trouve ce qui caractérise ça et ce qui caractérisait ces Pélicans. Je crois que vous en aviez parlé dans un épisode. Ça me paraît être il y a une éternité, c'était avec Azad sur justement les Pélicans, mais c'est que on remarque que ces Pélicans en fait sont depuis quelques années et pas que depuis un an, mais une très bonne défense des tirs à 3 points. Et je trouve que en fait les symboles un peu et un des symboles, ouais, c'est Herb Jones qui en fait peut venir faire l'aide et très rapidement venir faire le close out sans de manière assez incroyable, et c'est là aussi où tu disais il était un peu léger, mais c'est là aussi où sa légèreté elle joue. C'est que vu qu'il est pas trop lourd, voilà, il peut se permettre de vraiment courir et sauter un peu dans tous les sens, j'ai envie de dire. Et voilà, et lui et Dyson Daniels, c'est vrai que, enfin, et tous les Pélicans, beaucoup d'autres Pélicans, Trey Murphy aussi, mais ils ont un peu ce côté où en fait on couvre énormément de terrain en très peu de temps. Et oui, du coup, c'est vrai qu'il y a aussi cette valeur-là un peu aussi à la Draymond Green des grandes années, mais le close-out, enfin, c'est pas que de la protection de cercle, entre guillemets, même si Draymond Green, du coup, c'était un peu plus physique et meilleur en dissuasion, mais il y a ce côté aussi close-out avec des bras interminables où je viens et je conteste complètement le tir à 3 points dans un second temps, quoi. En fait, le truc, c'est que les Pelicans, c'est même pas qu'ils ont un bon pivot défensif ou un moyen, ils en ont un mauvais. Ils avaient Valanciunas. Et pourtant, c'était donc une des toutes meilleures défenses de NBA. Ils étaient combien? Top 10, je crois, et je crois que sur demi-terrain, c'est même encore mieux. Ouais, ils étaient 8e. Et en fait, ils arrivaient très bien à protéger le panier. Mais c'est donc pas avec un pivot. Ça dépendait un peu de tous les autres et de ces schémas agressifs où on a des rotations très tôt dans la possession, dans la raquette. Mais en fait, comme tu dis, la clé, c'est pourquoi ça marchait, c'est que c'est pas juste on fait venir des mecs. Parce que ça, tout le monde est capable de le faire, de dire, tiens, toi, tu vois, quand tu vois qu'il y a un pick and roll d'un côté, tu abandonnes le corner et tu viens zoner dans la raquette. Tout le monde peut le faire, ça. Par contre, là où ça tient, c'est que dans ces schémas, tu vas concéder beaucoup de 3 points, mécaniquement, par définition. Mais là où les Pelicans, ça marche, c'est que ils vont très tôt dans la raquette, ils empêchent les tirs dans la raquette alors qu'ils n'ont pas un gros pivot pour le faire comme on aime bien le faire d'habitude. Ils le font via ces rotations. Donc forcément, il y aura des 3 points ouverts. C'est un peu le schéma, hein. Mais sauf que ça marche parce qu'ils sont capables de faire les close-out. Et en effet, tout ce qui est Trey Murphy, mais notamment Herb Jones, c'est peut-être le meilleur là-dessus, sur cette horizontalité. Mais je vais pas rajouter ce que tu as dit, mais c'est un peu, effectivement, c'est la clé. C'est un peu la clé de tout ça pour moi. C'est cette capacité à, ok, on dézone, mais on dézone et on est capable d'affecter ensuite tous les tirs à 3 points qu'on concède, pardon. On est capable de faire baisser l'efficacité aussi, notamment parce qu'on a des close-out de qualité. Mais ok pour Herb Jones, je pense qu'on est à peu près d'accord sur le profil. On a plutôt bien dépeint, on n'a pas insisté sur le fait que c'est pas un créateur pur, mais ça vous le savez, je pense. Et donc niveau classement, où se projette-t-on? Du coup, moi au final, j'étais peut-être juste un petit cran en dessous de ce qu'on a dit avec Brook Lopez. Et peut-être dans la zone Aaron Gordon, je trouvais ça cohérent. Aaron Gordon, ouais. Alors Gordon est là. Gordon, il y a un grand écart. Il y a 10 places d'écart, je crois, avec un autre groupe qui m'intéressait. Moi, c'était Jrue Holiday, Anunoby, Caruso, McDaniel, KCP. Après, peut-être c'est Gordon. On peut le reclasser un peu à la baisse, Gordon. Le rapprocher de ce groupe-là aussi. Hein. C'est faisable, c'est possible. Oui, c'est vrai que, enfin, entre OG Anunoby et Aaron Gordon, je sais pas s'il y a autant d'écart que ça. Mais oui, c'est vrai qu'au final, à côté d'OG Anunoby et Jrue Holiday, peut-être que je préfère et même sans doute, tu m'as... Herb Jones, tu préfères ou tu préfères ces deux-là? Non, mais je préfère le mettre entre ces deux-là qu'au niveau d'Aaron Gordon, je veux dire. Ouais. C'est ça que je voulais dire. Donc, ouais. Au cas par cas, on a Gordon, Holiday, Anunoby, Caruso qui viennent un peu s'enchaîner, et ensuite c'est McDaniels, KCP. Qui est-ce que pour sûr tu mets derrière? KCP, McDaniels, on les met derrière pour sûr ou pas? Même Caruso, je pense que je mets Caruso derrière Herb Jones. Ok, même Caruso. Mais est-ce qu'on s'arrête de gratter à Anunoby alors peut-être? Voilà, exactement. Sachant qu'on n'est pas à la place près, et sachant aussi que, par exemple, tu vois, les auditeurs qui nous écoutent là actuellement se disent mais non, mais moi je suis pas d'accord. Pour moi, KCP il est devant Caruso par exemple, ou des trucs comme ça. Bon, en tout cas, on est dans à peu près le bon chapeau, grosso modo, on peut dire. Ouais. On peut le mettre là. On peut le mettre là. Ok, ça me va. Et donc petit quiz
À ton avis, quelle est l'action marquante que j'ai retenue pour cette saison? Le close-out, le contre. Exactement. Nous sommes le 16 mars 2024. C'est le close-out sur Paul George, le fameux dont tu as parlé tout à l'heure, où il part de la raquette et du panier au moment où Paul George reçoit la balle, et pourtant il arrive à contrer le tir. Il ressort complètement sur le close-out. Ça illustre bien ce qu'on a développé à l'instant. Qui est sur le terrain, Baptiste, à ce moment-là? Je vais commencer par nos amis les Clippers. Et il me semble, si je dis pas de bêtises, qu'il y a James Harden et Russell Westbrook en même temps sur l'action. Eh bien, ni l'un ni l'autre. Ah, bon, bah je dis n'importe quoi alors. Je dois pas avoir la bonne action en tête. Ok, bah du coup, je vais dire Kawhi Leonard. Oui. Je vais dire Amir Kofi. Non. Je vais dire Ivica Zubac. Exactement, Zubac était là. Donc là, j'ai Kawhi, Zubac, Paul George, Terrence Il y avait Mann. quelqu'un dans le corner. Non, pas Terrence Mann, il y avait quelqu'un dans le corner. Quelqu'un dans le corner, c'est quoi ça? Non, littéralement. Littéralement, il y avait quelqu'un dans le corner qui est toujours là-bas. Je sens le jeu de mots que je n'ai pas du tout. Non, j'aurais dit du coup Norman Powell peut-être. Non, pas Norman Powell. Non, mais qui c'est qui est dans le corner tout le temps? Le joueur du corner en NBA. Aux Clippers? Bah ouais. Je bug complètement. Je ne sais pas. Ça me perturbe énormément. Qui avait signé un gros contrat aux Sixers justement. Ah, PJ Tucker? Bah exactement, PJ Tucker, oui, tout à fait. Punaise. Et qui est retraité aussi d'ailleurs. Hein? Alors, il est pas retraité. Il a été écarté de l'équipe, c'est pas pareil. Il n'est pas du tout retraité. Il a été écarté par les Clippers. Mais tout à fait, oui, tout à fait. Et puis le dernier, c'est le Emmanuel Quickley du pauvre. Ouais, Bones Island. Voilà. Bones Island. Même du très pauvre, peut-être, il faudrait rajouter. Bones Island et côté Pelicans alors? Herb Jones, CJ McCollum. Oui. Brandon Ingram. Oui. Jonas Valanciunas et Zion. Tout à fait.